Si vous êtes fan de films de super-héros, vous allez vous régaler cet été au cinéma avec le renouveau de Superman et surtout le retour des 4 Fantastiques. 10 ans après l'échec de 2015, Marvel a décidé de ressusciter ses personnages et de enfin les intégrer au MCU. Mais avant ça, revenons rapidement sur les différentes adaptations qu'ont connues les 4 Fantastiques au fil des années. Sans compter le film à venir, les 4 Fantastiques au cinéma, c'est 2 films en 2005 et 2007 et un reboot très critiqué en 2015. Personnellement, j'ai toujours eu de la sympathie pour les 2 premiers films, qui ont ce côté décomplexé, très années 2000 que j'aime beaucoup. Et en ce qui concerne le film de 2015, on va pas s'amuser à tirer sur l'ambulance, mais disons que ce n'est pas le mauvais souvenir qu'il m'a laissé qui m'a empêché d'être hypé à l'annonce du nouveau film. Pourtant, si on est là aujourd'hui, ce n'est pour parler d'aucun de ces films. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que j'ai découvert que les 4 Fantastiques cachaient un secret. Si je vous disais qu'avant les 2 films des années 2000, il y avait eu un autre film, Les 4 Fantastiques, dans les années 90, vous auriez sûrement du mal à me croire. Et ben en fait, c'est bien normal, parce que ce film n'existe pas. Enfin, plus exactement, ce film a bel et bien existé, mais a suscité tellement de passion chez Marvel que certaines personnes ont tout fait pour le faire disparaître. Pourtant, ce film maudit n'est jamais complètement mort et continue aujourd'hui, tel un fantôme du passé, de hanter les murs de la maison Marvel. Alors aujourd'hui, je vous propose de plonger dans les coulisses d'un projet oublié et de partir à la découverte de l'histoire invraisemblable d'un film de légende, Les 4 Fantastiques de 1994. Notre histoire commence en 1978 en Allemagne. Bernd Eichinger fonde la société de production Constantin Film, qui devient très vite une entreprise majeure dans le paysage audiovisuel allemand et reste encore aujourd'hui la plus grosse société de production du pays. Mais bien avant ça, dans les années 80, Eichinger, qui est un fan de toujours des comics Marvel, s'intéresse de près à l'idée d'adapter au cinéma les aventures de personnages qu'il aime beaucoup, les 4 Fantastiques. Eichinger est convaincu qu'adapter les 4 Fantastiques au cinéma serait un succès fracassant. Sauf que, bien entendu, avant de pouvoir faire quoi que ce soit, Eichinger a besoin des droits d'adaptation, détenus par le grand patron de la maison Marvel, Stan Lee. Par chance pour Eichinger, dans les années 80, Marvel se concentrait encore essentiellement sur les comics et n'avait pas encore conscience du potentiel que représentaient les films de super-héros. Stan Lee avait donc pour habitude de revendre pour une bouchée de pain les droits de ses différentes licences aux moindres producteurs de cinéma intéressés. Désireux de saisir cette opportunité, Eichinger part aux États-Unis en 1986 pour rencontrer Stan Lee et lui acheter les droits d'adaptation des 4 Fantastiques. À la suite d'une négociation sans histoire, les 2 hommes trouvent un accord. Stan Lee vend à Eichinger les droits d'adaptation pour la modique somme de 250 000 $, ce qui est, vous l'accorderez, franchement pas grand-chose. Mais ce qui semblait être un contrat en or pour le producteur allemand comportait un détail subtil qui va tout changer, une date d'expiration. En effet, une clause du contrat stipule que si aucune production n'a commencé avant le 31 décembre 1992, Eichinger perd les droits sur la licence qui retourneront dans les mains de Stan Lee au 1er janvier de l'année suivante. Eichinger dispose donc d'une fenêtre de 6 ans pour produire le premier film, ce qui paraît largement suffisant, mais ça, c'était avant que les premières complications ne pointent le bout de leur nez. En 1986, Eichinger détient donc enfin les droits d'adaptation de personnages dont il est fan depuis toujours et ambitionne déjà de faire une trilogie, les 4 Fantastiques. Sauf que, comme je l'ai dit juste avant, au milieu des années 80, la mode n'est pas encore aux films de super-héros. Et Eichinger se rend vite compte qu'il est quasi impossible de financer le film grandiose et spectaculaire qu'il s'imaginait. Le projet patine donc et stagne d'année en année, jusqu'à ce que la date butoir du 31 décembre 1992 se rapproche dangereusement, beaucoup trop dangereusement. Eichinger se retrouve alors dos au mur. S'il veut un jour pouvoir espérer produire la trilogie de films dont il a toujours rêvé, il doit coûte que coûte lancer dès maintenant la production d'un premier film, Les 4 Fantastiques, sans quoi les droits d'adaptation lui fileront entre les doigts. Petit problème, nous sommes déjà au milieu de l'année 1992 et Eichinger n'a toujours rien. Pas de script, pas de budget, pas de réalisateur, pas d'acteur. Tout semblait perdu d'avance. Il faudrait bien un miracle pour permettre à Eichinger de s'en sortir. Et ce miracle a eu un nom, celui de Roger Corman. On avait déjà parlé de Roger Corman dans la vidéo sur James Cameron, et je vous avais dit qu'on aurait sans doute l'occasion de le recroiser, la preuve aujourd'hui. Roger Corman, pour rappel, c'est un producteur américain considéré comme le roi des films de série B, c'est-à-dire un film à tout petit budget réalisé en un temps très limité. Autrement dit, à ce moment-là, c'est l'homme de la situation.
Aischinger va donc à sa rencontre à la fin de l'année 92 en lui expliquant l'urgence de la situation et fidèle à sa réputation, Corman accepte de relever le défi. Pour seulement 1 million d'euros, il se dit capable de commencer le tournage d'un film Les 4 Fantastiques avant la fin de l'année, une véritable planche de salut pour Aischinger. Alors bien sûr, Aischinger savait pertinemment que son premier film Les 4 Fantastiques ne pourrait pas être un chef-d'œuvre, mais tant pis, c'était une concession qu'il était prêt à faire pour conserver les droits et produire de meilleurs films par la suite. Il ne reste plus donc qu'à écrire un scénar à l'arrache et faire un casting de dernière minute pour que le tournage puisse commencer. Petit point culture, mais un film réalisé pour des raisons légales et contractuelles comme celui-ci, c'est très rare, mais ça existe et ça s'appelle une Ashcan copy. Ce terme, que l'on pourrait littéralement traduire par tirage poubelle, désigne donc une œuvre uniquement créée dans le but de conserver des droits sur une licence, sans attention portée sur la qualité finale et sur le succès auprès du public. Dans le monde du cinéma, les Ashcan copies sont rarissimes. L'un des exemples les plus représentatifs, en dehors bien sûr du film Les 4 Fantastiques dont nous sommes en train de parler, c'est le film Hellraiser Révélation. À cause d'une échéance mal anticipée et d'une clause dans un contrat, les producteurs ont dû faire un film à la hâte pour conserver les droits sur la franchise, etc., etc. L'histoire est à peu près similaire à celle de Aischinger avec les 4 Fantastiques, à une différence près. Dans le cas de Hellraiser, l'ensemble des parties prenantes, acteurs, réals, producteurs, équipe technique, connaissaient très bien les raisons qui les poussaient à faire ce film. Tout le monde savait que le tournage serait vite expédié et que le résultat final serait bâclé. En revanche, dans le cas des 4 Fantastiques, Aischinger a bien pris le soin de dissimuler à l'ensemble des équipes ses véritables intentions. Tous, des acteurs aux réalisateurs en passant par les équipes techniques, pensaient qu'ils venaient de décrocher un rôle dans un film de super-héros ambitieux et attendu qui servirait de rampe de lancement à leur carrière. Ainsi, au moment de lancer la production du film, aucun des membres des équipes de tournage ne savait vraiment dans quoi il venait de s'embarquer. Le tournage justement, parlons-en. Le tournage du film commence le 28 décembre 1992, soit à 4 jours de l'expiration du contrat passé entre Aischinger et Stan Lee. Ce qui est, je trouve, déjà assez fou. Mais encore plus fou que ça sont les conditions dans lesquelles le film a été tourné. Le lieu de tournage, premièrement, était un entrepôt condamné mis à disposition par Corman, dans lequel il était même courant de voir des rats. Il est même dit que les pompiers sont intervenus pour mettre en garde les équipes contre la vétusté et la dangerosité du lieu. Autant dire que chacun était bien loin des grands studios hollywoodiens qu'il pouvait s'imaginer. Ensuite, le tournage a été finalisé en un temps record. Après 20 jours seulement, le film part en post-production. Pourquoi le tournage avait été si court? Pourquoi dans un lieu aussi inadapté? Personne n'arrivait vraiment à le comprendre, mais qu'importe. Le film est dans la boîte et les acteurs n'ont qu'une hâte, présenter les 4 Fantastiques au grand public. La sortie est annoncée pour janvier 1994 et dès l'été 1993, des bandes annonces sont diffusées au cinéma et les acteurs entament une tournée promotionnelle, participent à des conventions, font des interviews dans des magazines, etc. Tous s'apprêtent à sortir le film le plus important de leur jeune carrière, sauf que ce rêve éveillé va très vite tourner au cauchemar. Il est maintenant temps de vous introduire le personnage qui va venir tout changer et donner un tournant tragique à cette histoire. En 1993, les choses ont bien changé chez Marvel depuis le rachat des droits à Stan Lee en 1986. DC Comics, le concurrent historique, connaît de beaux succès au cinéma, tandis que Marvel reste à la traîne. Pour éviter que DC ne les distance trop, Marvel décide d'enfin vraiment prendre les films de super-héros au sérieux. Marvel crée Marvel Studios et nomme Avi Arad en tant que président afin de superviser le développement de tous les futurs films live-action. Avi Arad sait que la tâche ne sera pas facile et qu'il ne faudra tolérer aucun faux pas. Ainsi, en 1993, alors que le cast est toujours en pleine campagne promotionnelle, le fraîchement nommé directeur de Marvel Studios voit les 4 Fantastiques de Corman et Aischinger et il est dégoûté. Le côté hyper cheap, typique des productions de Corman, ne lui plaît pas, mais alors pas du tout. Avi Arad refuse catégoriquement que ce film sorte au cinéma et ne vienne mettre à mal la réputation de Marvel. Le directeur américain se donne alors une mission, empêcher la sortie du film. Pour cela, il appelle Aischinger et lui propose un marché très simple. 1 million de dollars en échange de l'intégralité des copies du film. Sur le papier, l'échange est gagnant-gagnant. À vrai dire, les deux hommes ont même tous deux intérêt à ce que ce film soit vu par le moins de monde possible. Aischinger sait bien que ce film n'est pas à la hauteur de ce qu'il souhaitait proposer. Accepter de détruire ce film lui permettrait de faire table rase et de relancer un nouveau projet sur de bien meilleures bases. Mais ça signifierait aussi qu'il jetterait le travail et les espoirs de dizaines de personnes à la poubelle. Aischinger n'avait déjà pas été transparent avec le cast et les équipes en cachant le fait que ce film n'était rien d'autre qu'une Ashcan copy. Pouvait-il maintenant accepter ce marché et leur faire un pareil coup bas? Oui.
Un beau jour de 1993, Olli Sasson, le réalisateur du film, reçoit un coup de fil de Eichinger qui lui annonce que le film ne verra jamais le jour. Le producteur allemand a accepté la proposition de Avi Arad. Contre 1 million de dollars, l'ensemble des copies du film seront purement et simplement détruites pour empêcher quiconque d'un jour voir ce film. Cet appel fait l'effet d'un coup de massue au réalisateur. Le film sur lequel il avait travaillé d'arrache-pied dans des conditions éprouvantes ne sortira jamais. Tout ce travail abattu, tous ses efforts et ses espoirs portés en ce projet avaient été en vain. Il ne restait plus qu'à annoncer la terrible nouvelle au reste des équipes et aux acteurs, toujours en pleine tournée promo. Dans un documentaire intitulé Doomed, sorti en 2015, le réalisateur, les acteurs et même Roger Corman se livrent face caméra sur cette histoire rocambolesque. La première chose que l'on constate, c'est l'émotion que suscite encore ce film auprès des personnes qui ont travaillé dessus. Des acteurs aux réalisateurs, en passant par l'ensemble des équipes techniques, ce sont des dizaines de personnes qui se sont donné corps et âme avec des moyens très limités pour donner à ce film une chance d'exister et qui se sont vus injustement retirer le fruit de leurs efforts. Malgré tout, la fin de cette histoire n'est pas aussi déprimante que l'on pourrait penser. Vous l'avez certainement remarqué, mais j'ai illustré en grande partie cette vidéo avec des extraits du film d'origine. En effet, bien que la majorité des copies du film ait bel et bien été détruites au milieu des années 90, quelques copies ont réussi à y échapper et à circuler entre différentes mains jusqu'à finir par se retrouver sur internet. C'est d'ailleurs là que le cast d'origine des 4 Fantastiques trouve sa seule source de réconfort, en sachant que grâce à ce jeu de passe-passe entre fans, le film n'est jamais complètement mort et a su trouver son public au fil des années. C'est plutôt amusant de se dire que si les 4 Fantastiques étaient bel et bien sortis comme prévu en 1994, ils seraient aujourd'hui complètement anecdotiques et oubliables. Mais c'est en cherchant à faire disparaître ce film que Marvel a ironiquement créé sa légende. Avi Arad et Bernd Eichinger, quant à eux, auront l'occasion de se retrouver et de coproduire le premier film 4 Fantastiques, enfin officiellement, et sa suite quelques années plus tard. Mais avec la lumière mise sur toute cette histoire, impossible de ne pas avoir un regard nouveau sur ces 2 films et de ne pas les voir comme les suites spirituelles du film avorté de 1994. Donc si j'avais une seule chose à vous dire avant d'aller voir le nouveau film en salle, ce serait de faire justice au vrai premier film, les 4 Fantastiques. Je vous mettrai en description les liens sur lesquels je l'ai téléchargé et je ne peux que vous inviter à aller vous faire votre propre avis sur ce film en connaissant maintenant toute l'histoire qui l'entoure. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant. De prochaines vidéos sont prévues pour prochainement sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.